Bonjour la Seine-Maritime, c'est parti pour la quotidienne. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la Seine-Maritime, c'est l'heure de la quotidienne et oui les jours se passent et ne se ressemblent pas sur les quais de l'Armada, les bateaux arrivent et sont quasiment tous arrivés, le soleil est là et on voit bien sûr beaucoup de public déambuler, les visites commencent à se faire et ici à la tente du département, la journée est consacrée à l'environnement et justement j'ai un invité on va dire à la fois j'ai envie de dire quand même, un invité d'honneur et aussi de circonstance, Christian Prazuc, qui est directeur de l'Institut de l'Océan de Sorbonne Université. On va bien sûr parler du colloque, de cette journée mondiale de l'océan. Mais tout de suite, allez, en 76 secondes, quelques actualités de la journée. L'image du jour est sans doute l'énorme foule qui répond au rendez-vous de la 8e édition de l'Armada. Une fois que les derniers bateaux sont arrivés à bon port, ce 9 juin, sous le soleil radieux et une chaleur des beaux jours, il fait bon de se balader sur les quais de l'Armada. Oh bah c'est génial ici, il y a plein de bateaux. Et puis hier j'ai même visité un bateau, c'était bien le Mexicain. C'est beau, ils sont beaux les bateaux, je crois que c'est une bonne journée. Plus loin sur le quai de Diepdal, le département a inauguré son bac pour les personnes à mobilité réduite. L'accessibilité pour tous à un tel événement est une priorité. Ce sont 2200 personnes qui sont en situation de handicap et qui vont pouvoir visiter l'Armada de façon assez sympa en fait, puisque ce sont des rotations qui durent 2 heures en fait. Voilà. Et puis d'une certaine façon, c'est de rappeler aussi que les compétences des départements autour des solidarités humaines, c'est la prise en charge des personnes qui sont en situation de handicap. Au stand du département, qui avait consacré sa journée à l'environnement, elle l'a conclu avec un concert acoustique de Nino Godfunk. Une armada qui débute sous les meilleurs auspices. Bonjour Christophe Prazuc. Bonjour. Vous êtes ancien chef d'état-major de la marine, 40 ans de marine, ça marque. Oui, bien sûr, ça marque. J'avais 18 ans, j'avais des rêves d'aventure. J'ai pas vécu les aventures que j'avais imaginées, j'en ai vécu d'autres. J'ai vécu une vie de marin extrêmement variée, j'ai dû faire 10 métiers différents. J'ai habité presque sur tous les continents, j'ai navigué sur toutes les mers et tous les océans. Et donc c'est à la fois un métier extrêmement formateur et où on se fait des amis pour la vie et qui m'a effectivement beaucoup apporté. Et j'espère avoir apporté mon écho également. Ça donne du sens donc du coup avec cette nouvelle fonction en tant que directeur de l'océan à la Sorbonne Université. Pourquoi ce choix? Eh bien, j'avais dédié ma vie au service de mon pays en servant dans la marine. J'ai continué ce service mais d'une manière différente et au service là de la connaissance, de la création de connaissances avec les chercheurs et de la transmission de la connaissance avec les étudiants. 56 000 étudiants à Sorbonne Université, donc une très grosse université. Et donc c'est aussi enthousiasmant de préparer l'avenir dans ces nouvelles fonctions. Et là, ici, donc à l'Armada, vous avez trouvé, on va dire, une sorte de partenariat qui lui aussi a du sens, et notamment avec cette journée mondiale de l'océan et ce fameux colloque qui a été organisé ce 8 juin. Oui, absolument. Donc ça fait déjà quelques années que nous travaillons avec l'Armada sur savoir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Armada. Et je trouve que l'Armada, c'est un des plus grands événements mondiaux de rassemblement de voiliers et que Sorbonne Université, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est également une des toutes premières universités dans le monde pour les sciences de l'océan, en tout cas la première en Europe. Et donc il était assez naturel qu'un événement majeur comme l'Armada, qui attire des millions de personnes, puisse s'associer à l'université qui est leader en Europe sur les sciences de l'océan. Et pour faire quoi? Pour transmettre nos savoirs, pour transmettre nos interrogations, nos questions. Et ce colloque, il s'agissait de faire parler des chercheurs, les chercheurs les plus pointus sur les mammifères marins, sur les grands fonds, sur l'histoire maritime, de les faire
témoigner, raconter ce sur quoi il travaillait devant le grand public. Ça fait partie des missions de l'université, elle le fait avec ses étudiants, elle le fait vers le monde professionnel, c'est la formation continue, mais elle doit également le faire vers le grand public et il n'y avait pas d'endroit plus indiqué que l'Armada de Rouen pour conduire cette mission. À chaud, qu'est-ce qui ressort de ce colloque? De l'enthousiasme, j'ai trouvé. D'abord, la salle était comble, la salle était pleine. On a eu beaucoup de questions, donc beaucoup de curiosité. Et de la part des chercheurs, une grande satisfaction, justement, d'être invité dans un événement aussi connu, aussi important que l'Armada. Et puis d'avoir eu un contact très riche, très réactif avec les Rouennais et le public de l'Armada. C'est une question, j'ai envie de dire, peut-être innocente, mais aujourd'hui, semblez-vous qu'on fasse suffisamment pour les océans? Alors moi, en tant que marin, je trouve qu'on n'en fait jamais suffisamment. Mais petit à petit, année après année, l'océan intègre les grandes questions internationales. On est encore loin du résultat idéal, mais il y a un vrai progrès, à la fois dans la compréhension de ce qui se passe dans l'océan. L'océan change, l'océan est en train de se transformer, sous l'effet de l'activité humaine, sous l'effet du dérèglement climatique, sous l'effet des pollutions. Et ces choses-là sont de mieux en mieux comprises. Et donc on arrive à les expliquer, on arrive à anticiper, à prévoir, essayer de prévoir l'avenir, à entamer un dialogue avec les politiques pour que les décisions soient prises afin de préserver ce milieu. Dernière question, ici on est au stand du département de la Seine-Maritime. Elle consacre cette journée à l'environnement. Les collectivités font non pas suffisamment, mais en tout cas s'engagent aussi dans cette thématique. C'est important. Oui, c'est important parce que d'abord c'est important parce que tout le monde doit agir. Il n'y a pas de petites actions, de grosses actions. On voit bien que finalement, en additionnant des actions individuelles, des actions de groupe, de petites entreprises, de grandes entreprises, c'est finalement le mouvement d'ensemble qui est important. La deuxième chose, c'est que on a été habitué à séparer le monde. D'un côté, il y a l'océan, de l'autre côté, il y a la terre. Mais en fait, la Seine, c'est le parfait exemple de ce qu'on appelle le bassin versant, qui met en relation le pays, l'intérieur du pays, avec les océans. Et quelque chose qui est déversé dans la Seine, à Rouen, peut se retrouver en Antarctique quelques années plus tard. Voilà. Et cette prise de conscience qu'il y a une planète, il y a un océan, et il y a un élément liquide et que tout ça est connecté, c'est quelque chose d'important. Et donc je suis ravi que les communautés, les villes, les villages qui sont au bord de la Seine participent à cette prise de conscience. Merci beaucoup, Monsieur Prazuc, d'être venu ici et témoigner, on va dire, votre attachement, bien sûr, à cet engagement que vous avez aussi contre, bien sûr, la protection de ces océans. C'est important. Merci. Merci beaucoup. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant c'est les insolites d'Ariane et aujourd'hui, eh bien, direction Orival. Saviez-vous que dans les troglodytes là-bas, il y avait bien des gens qui y vivaient? La vallée de la Seine est réputée pour ses belles falaises de craie. Mais saviez-vous qu'on pouvait aussi y habiter? On appelle ces maisons des troglodytes ou des semi-troglodytes, selon la partie qui est encastrée dans la falaise. On en trouvait autrefois beaucoup du côté de Duclair, mais aussi à Orival. Bonjour Ariane. Bonjour Jérôme. Donc vous connaissez ces falaises comme votre poche, je crois. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? La première fois que je suis venu en balade un peu par hasard, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici? Enfin, il y a des trous dans la roche, déjà de la roche apparente, alors qu'on devrait avoir un coteau continu. Et puis toutes ces traces d'histoire qui apparaissaient, c'est pas possible, il y a eu quelque chose. Puis après, j'ai un attrait général pour l'histoire, de toute façon. Et qui étaient les occupants? Alors là, il m'a fallu beaucoup de recherches pour essayer de définir ça. On pense avant tout que c'était des gens modestes. Les premières traces qu'on a sur le hameau, c'est début 17e. Voilà, des traces de tabellonnage, etc. Donc ce
qu'on appelait avant les notaires. On savait qu'ils passaient les terrains comme ça, mais on ne savait pas trop de quoi ils vivaient. On pense que la volonté première, c'était de se rapprocher de la ressource, qui était le mouton, destiné à l'industrie d'Elbeuf. Et du coup, ici, il faut s'imaginer les coteaux complètement dépourvus de forêt, à nu, avec uniquement de l'herbe sur laquelle les moutons étaient en pâture. On a peine à imaginer la vie qu'il pouvait y avoir dans ce hameau. Eh bien, en effet, à juste titre, puisqu'il n'en reste plus grand-chose, il y a cette maison-là, on a du mal à imaginer qu'elle avait un étage, on a du mal à imaginer où était le mur. On voit tout juste comment elle a été creusée, mais c'est tout. Et puis on a du mal aussi à imaginer la perspective totale du hameau, parce que les maisons montaient un petit peu comme ça au fil du chemin, jusqu'aux dernières maisons qui étaient beaucoup plus hautes. Ça. Tiens, regarde, la première marche elle est tout en bas. Je crois bien que je ne l'ai jamais vue, tu vois. Ça te donne le niveau de base de la maison en fait. La maison était plus basse. Et puis bon, après, voilà. Donc là c'est un escalier. Ouais, c'est vraiment un escalier. Et puis bah, ton niveau d'étage, il était là, tu vois, ici. D'accord. Ici, donc à peu près au-dessus de ma tête. Alors, il faut imaginer que les gens étaient plus petits qu'aujourd'hui, mais il faut imaginer que le sol était plus bas aussi. Donc finalement, ça devait être assez agréable à vivre. Nous sommes en amont de Rouen, donc on ne verra pas de bateau de l'Armada, mais la vue d'ici sur la Seine mérite à elle seule le détour. Les roches d'Orival sont parmi les plus impressionnantes de la vallée de la Seine. Et c'est un site également classé espace naturel sensible, géré par le département. Et il abrite quantité d'espèces animales et végétales, dont quelques belles variétés d'orchidées. Avant de refermer cette quotidienne, vous avez l'habitude, on part sur les longs de la Seine à vélo avec Benoît Sylvestre. Ça vaut le détour. Bonjour à toutes et tous. Pour cette deuxième étape sur l'itinéraire de la Seine à vélo, j'ai choisi de vous emmener à Val de la Haye et plus particulièrement à la colonne Napoléon. Nous voilà donc arrivés à la colonne Napoléon. Donc c'est en fait l'endroit où le corps de Napoléon, quand il est revenu de Sainte-Hélène, a été transbardé d'un bâtiment qui était un navire qui venait de la mer à un navire sur le fleuve pour aller rejoindre Paris. Donc on est ici en fait à 10 km à peu près de Rouen et donc ça permet effectivement en une petite demi-heure, 3/4 d'heure d'arriver de Rouen pour venir à cet endroit et regarder les bateaux passer. Pour la quotidienne du 9 juin, c'est fini. Vous avez rendez-vous demain dès 20 h pour une nouvelle quotidienne. Et si vous voulez la revoir en replay, c'est sur boujou76.fr. Boujou à toutes, boujou à tous.